Que peut changer le sommet de l'OTAN qui se déroulera un tout petit peu avant la mi-juillet à Vilnius? La France, en tout cas, révise sa position. Et là, vous allez nous aider à comprendre. La France révise sa position, c'est le journal Le Monde qui l'affirme, qui dispose d'informations. Emmanuel Macron, mais c'était la position de ses prédécesseurs, n'est plus opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce changement de position? Qu'est-ce que ça implique également? D'abord, voyons exactement ce dont il est question, et puis vous allez nous aider à comprendre. Voici les indispensables avec Quentin Berichet. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quel est précisément ce changement de pied français? Bien d'abord, il faut rappeler la position française jusqu'alors, et elle était claire. La France s'est toujours montrée réticente à faire rentrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. Cette position, elle est exprimée dès 2008. À l'époque, Kiev envisage déjà une adhésion au sein de l'Alliance suite à l'attaque de l'armée de Vladimir Poutine en Géorgie. À l'époque, les États-Unis y sont favorables, mais la France et l'Allemagne, représentées par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, mettent alors leur veto pour ne pas braquer la Russie. Cette position de la France sera réaffirmée d'année en année, et même avec la guerre en Ukraine. En décembre dernier, 10 mois après le début de l'invasion russe, Emmanuel Macron maintenait la ligne française. Ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable, indiquait-il. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Mais ces derniers jours, tout a changé. Selon le journal Le Monde, Emmanuel Macron a réuni le 12 juin un conseil de défense. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois, l'hypothèse d'intégrer Kiev au sein de l'OTAN est évoquée. Une option désormais considérée à Paris comme une garantie de sécurité à part entière, note Le Monde. Est-ce que ça veut dire que l'Ukraine est en passe de rejoindre l'OTAN, que c'est une affaire de jours ou de semaines? Alors non, pas vraiment. Ce n'est pas la position de la France, ce n'est pas non plus la position des États-Unis. La raison est simple, c'est qu'au sein de l'OTAN, on considère qu'un État ne peut pas rentrer au sein de l'Alliance tant qu'il est en guerre. Sinon, son adhésion entraînerait automatiquement tous les alliés dans un conflit direct. C'est le fondement même de l'article 5 du traité de l'OTAN. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence, elles conviennent que chacune d'elles assistera à la partie ou les parties attaquées en prenant aussitôt telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. On comprend donc que pour Paris, et pour Washington également, l'engagement de faire rentrer l'Ukraine au sein de l'OTAN ne peut être tenu qu'une fois la guerre terminée. Mais du coup, que change concrètement ce revirement français? Eh bien, il y aurait deux objectifs, David. Le premier, c'est pérenniser l'aide militaire apportée par les Occidentaux à l'Ukraine, écrit Le Monde. C'est donc une assurance donnée à Kiev, mais également un message envoyé à Moscou pour indiquer que les pays occidentaux ne laisseront jamais tomber l'Ukraine. Et puis le deuxième objectif, c'est de pousser les deux parties à la table des négociations. D'abord en montrant à Kiev qu'elle aura la garantie de rejoindre l'Alliance ensuite, et puis dans le même temps, montrer à la Russie que la détermination de l'Occident à soutenir Kiev est plus forte que jamais. Merci Quentin. Inversement, on pourrait penser que ça peut pousser Vladimir Poutine à, au contraire, mettre le paquet dans cette guerre, puisque sitôt terminée, l'Ukraine rentrera dans l'OTAN et il ne sera plus question pour la Russie, désormais, d'attaquer un pays membre de l'OTAN, sinon il y aura toute l'alliance directement co-belligérante contre lui. Mais on va étudier ça. Moi, je ne comprends pas. Et je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent ne comprennent pas. Donc, deux questions, Isabelle. D'abord, est-ce que la France et l'Allemagne ont fait une erreur en refusant à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN au motif qu'il ne fallait pas fâcher la Russie? On a vu que la Russie n'avait pas besoin de ça pour être fâchée, puisqu'elle a envahi l'Ukraine finalement. Et deuxièmement, est-ce que c'est le moment d'en parler aujourd'hui, alors qu'on est en pleine guerre? Alors, la première réponse, en fait, l'erreur qui a été commise, et c'est une erreur collective, c'est d'avoir en fait eu une réponse qui laissait la porte ouverte aux deux possibilités. C'était en même temps, c'est-à-dire qu'on disait oui mais non, ou alors non mais oui. Et cette espèce de réponse ambiguë pouvait être interprétée de manière différente selon l'endroit où on se positionnait. C'est-à-dire que la Russie s'est dit, il y a un danger que l'OTAN vienne avec. La Russie s'est dit, mais ils ouvrent la porte. L'Ukraine s'est dit, on nous la ferme.
Voilà, elle est en fait à demi ouverte, à demi fermée. Donc Il c'était fallait une erreur. soit l'ouvrir, soit la fermer. Et donc c'est ça l'erreur. Et donc ça a été une erreur collective qui a été initiée en fait par le veto de l'Allemagne et de la France, qui a en fait fini par donner cette espèce de résultat ambigu. Sur la deuxième question, Pourquoi en reparler aujourd'hui, Non, Aurélie ? bien évidemment, parce que l'avenir de l'Ukraine se joue aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sommets de sécurité internationale, mais surtout, il y a le sommet de Vilnius à l'OTAN qui va être extrêmement important. Or, aujourd'hui, tout le monde a compris, les Occidentaux ont fini par comprendre que cette guerre durerait très très longtemps et que même si elle s'arrêtait dans 6 mois, il y aurait de toute façon un problème de relation avec la Russie qui va sans doute rester une puissance hostile pendant très très longtemps. Et donc, il faut réorganiser l'architecture de sécurité du continent européen et trouver un moyen en fait, d'assurer des garanties de sécurité à très long terme à l'Ukraine. Alors, quand on prend le problème comme ça, on se dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a 2 solutions. Soit c'est l'Ukraine qui rentre dans l'OTAN, soit c'est l'OTAN qui rentre dans l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, ni l'Union européenne, ni de manière bilatérale, les pays ne sont capables d'assurer la sécurité, non, c'est pas pareil, militaire de l'Ukraine. Alors pourquoi aujourd'hui ? Est-ce que Macron a vraiment changé ? En fait, c'est à Bratislava, moi je me souviens, j'étais dans la salle, on avait l'impression, effectivement, quand il en parlait, qu'il pouvait, 2 jours après, dire je soutiens l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il y a plusieurs boîtes, en fait. Il faut lire ça avec plusieurs boîtes. D'abord, il ne prend aucun risque, parce que de toute façon, les États-Unis ne suivront pas pour les raisons qui ont été expliquées. C'est qu'on ne fait pas rentrer un pays en guerre dans l'OTAN. Petit 2, il y a une position tactique vis-à-vis de la part d'Emmanuel Macron, qui consiste, il est engagé là depuis plusieurs semaines dans une réconciliation, un réengagement avec les pays de l'Est de l'Europe qui en veulent vraiment à la France. Et ça fait partie de cette politique. Et qui, eux, sont favorables à une entrée même immédiate. Des réengagements. Et puis la troisième chose, c'est que Emmanuel Macron s'adapte à l'histoire en marche. C'est-à-dire qu'en 2019, l'OTAN, selon lui, était en mort cérébrale et il avait sans doute entièrement raison à l'époque. Et aujourd'hui, l'OTAN renaît, s'élargit et retrouve sa mission initiale. Donc l'OTAN a le vent en poupe. Bon, Dominique, expliquez-nous, oui, alors, à quoi ça sert concrètement de parler aujourd'hui de l'Ukraine dans l'OTAN après la guerre ? Parce que ça va dans le cours de l'histoire. Parce que, pour aller à l'essentiel, c'est une carotte que l'on offre aux Ukrainiens en leur disant « Vous ne récupérerez peut-être pas tous vos territoires demain, mais vous aurez gagné quelque chose d'essentiel. Vous serez membre de l'OTAN et de l'Union européenne. » Et c'est un bâton vis-à-vis de Moscou. Vous avez le sentiment que vous regagnez des kilomètres aujourd'hui, mais ne vous faites aucune illusion. Vous ne pourrez pas revenir à votre objectif initial, qui était de vassaliser l'Ukraine. L'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne demain et après-demain. Donc c'est un double message, et je dirais que pour Macron, il n'y a pas reniement, il y a adaptation à l'évolution du cours de l'histoire. Alors, si on veut regarder, je termine juste d'un mot, la position de la France par rapport à l'OTAN, globalement, n'a pas changé. Au sommet du G7 à Hiroshima, les Français se sont montrés très réticents à l'ouverture d'un bureau de représentation de l'OTAN à Tokyo, alors que les Japonais n'attendaient que cela. Donc il y a vraiment une sorte d'exception ukrainienne qui correspond, je reviens à mon mot, à la logique de l'histoire. Jean-Dominique, là-dessus. Bon, tout ce qui vient d'être dit est très juste. On peut ajouter qu'évidemment, la position française a évolué de manière assez importante au cours des derniers mois. On l'avait déjà vu d'ailleurs avec le fait que la France acceptait la candidature, poussait même d'une certaine manière la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Là, il y a effectivement, ça change. Isabelle le disait à juste titre, ça fait partie du jeu d'Emmanuel Macron aujourd'hui d'essayer de se réconcilier avec un certain nombre de pays en Europe de l'Est. Il y a ce sommet de Vilnius qui va avoir lieu donc début juillet.
l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN début juillet, soyons clairs. En revanche, ce que les alliés espèrent de ce sommet, c'est 2 choses. Un message très fort de soutien à l'Ukraine sur la longue durée. Et surtout, enfin, au moins autant, le fait que les alliés vont apparaître unis. Parce que le plus beau cadeau qui pourrait être fait à la Russie, ce serait que les alliés se divisent au sommet de Vilnius sur la question est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on ne soutient pas, est-ce que l'Ukraine, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, tout va être fait d'ici au sommet de Vilnius pour trouver des positions à la fois fermes de soutien à l'Ukraine sur des garanties de sécurité. On a souvent comparé ça aux garanties de sécurité que les Américains donnent à Israël. Ça se ressemblera sans doute à quelque chose comme ça. Et en même temps, les alliés vont arriver unis. Il n'y aura pas de division. Et ça, c'est le message essentiel que l'Alliance veut envoyer à Vladimir Poutine. Vous ne nous diviserez pas. Donc c'est vers ça qu'on s'oriente dans les 3 semaines, je crois, 3 semaines qui nous séparent du sommet. Un mot là-dessus? Oui, Général. ce qui est assez intéressant, la position française évolue sans aucun doute, mais c'est tout ce qui se passe en dessous qu'on ne voit pas et dont on n'entend pas parler, qui est, à mon avis, beaucoup plus important. En termes de négociation, alors s'il n'y a pas de négociation entre les Ukrainiens et les Russes, mais en tous les cas, il y a négociation entre les Occidentaux et les Ukrainiens. Et je rejoins assez votre position, Dominique Moisy, en disant, est-ce qu'il n'y a pas derrière, vous ne récupérez pas tous vos territoires, mais on vous assure une protection définitive, et même champ le message vis-à-vis des Russes de dire, attention, l'Ukraine, désormais peut-être amputée d'une partie, sera un pays de l'OTAN, et donc vous ne pourrez plus l'attaquer. Je pense qu'il y a... C'est le non-dit de la position d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, un non-dit qui pose lui aussi des problèmes, hein, parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait du droit international? Bien sûr. On s'assoit dessus. Mais bien sûr. Effectivement, et c'est... Il y a quelque chose dessous, mais ça n'est pas dit publiquement, évidemment. Ouais. Mais ça, à mon avis, ça se passe On y en pense vie. très fort. Voilà. Bon, comme